Donc nous allons pouvoir à présent commencer la présentation. Donc merci tout d'abord d'assister à ce webinaire qui aura pour sujet donc comment lutter contre les ransomware. Dans un premier temps, donc Sébastien Heitzmann, le gérant et directeur technique de Kiwi Backup, va prendre la main pour vous expliquer et puis pour détailler les différents slides de ce webinaire. Et ensuite, moi, je reprendrai la suite pour discuter de Kiwi Backup. Et en parallèle, nous pourrons répondre à vos questions via le chat. Merci et à tout à l'heure. Bonjour. Ouais, le casque, ça me fait une drôle de coupe. C'est mieux, oui, on a remis la suppression du bruit, donc j'espère que c'est mieux. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent dehors chez nous. Donc voilà, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de parler fort. Comme ça, généralement, ça sature le bruit ambiant. Donc on va commencer. Donc le sujet du jour, c'est les ransomware. Donc, vous en avez tous un petit peu entendu parler. Donc on va faire un petit panorama de comment marche un ransomware, comment ça fonctionne, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger, et ensuite présenter un petit peu la solution Kiwi Backup, donc qui sera faite par Stéphanie. Alors là, j'arrive juste pas à passer à l'écran suivant. Voilà. Alors voilà le sommaire. Non, ça revient tout seul. Donc définition d'un ransomware. Quoi faire si on est attaqué? Surtout un petit peu de prévention aussi, puisque évidemment la prévention c'est toujours mieux que de réagir quand c'est trop tard. Et puis petite présentation de Kiwi Backup. Alors qu'est-ce qu'un ransomware? Alors dans 81% des cas, ça c'est des sources de Kaspersky, le ransomware se présente sous la forme d'un mail. Donc on a notre gentil pirate ici qui envoie un mail à un utilisateur qui a l'air très heureux sur sa chaise, qui ouvre un mail et exécute le contenu du mail. Alors souvent c'est une pièce jointe sous forme de zip, ça peut être un PDF, ça peut être tout un tas d'autres choses, où il y a écrit souvent votre facture ou urgent, etc., etc. Et l'utilisateur va déclencher le contenu de cette pièce jointe et c'est le ransomware qui l'exécute. Donc ça demande la collaboration de l'imbécile heureux qui est devant l'écran. Donc là, l'image est très bien choisie. Et c'est lui qui va déclencher l'attaque, en fait. Il n'y a pas vraiment de technicité très compliquée. Un utilisateur administrateur qui exécute un programme, sauf que ce programme-là, c'est un cryptovirus. Donc il va ensuite crypter l'ensemble des fichiers qu'il trouve sur le disque dur. Donc souvent, il fait un tri, il prend que les fichiers Excel, les fichiers doc, toutes les extensions un petit peu connues. Il va crypter ces fichiers et ensuite vous afficher un petit message comme quoi le contenu de votre disque est crypté. Et vous demandez une rançon, d'où le nom ransomware, pour décrypter ces fichiers. Voilà un petit peu le fonctionnement le plus classique, donc dans 81% des cas. Alors voilà, les premiers c'était WannaCry, etc. Il y en a toute une famille. Loki, Petya, etc. Voilà, maintenant il y en a une pléthore, une famille complète, et puis il y en a tous les jours des nouveaux. Mais le principe de fonctionnement est toujours de demander une rançon à l'utilisateur pour décrypter ses fichiers. Alors on a présenté un petit peu l'attaque via le mail, qui est la plus courante, mais on peut aussi attraper, entre guillemets, un ransomware via d'autres techniques. Donc ça, c'est plutôt des techniques d'attaque qui sont un petit peu différentes que l'imbécile heureux, mais qui fonctionnent aussi très bien, mais qui sont beaucoup moins, un petit peu plus techniques et plus compliquées, et on touche beaucoup moins de monde. Donc notamment via Flash, puisque dans Adobe Flash, il y a quelques bugs. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu en perte de vitesse, on ne trouve plus trop de Flash sur les sites web, et la plupart des nouvelles machines n'ont même plus Flash installé. Après, on peut avoir des attaques par clé USB, on laisse traîner une clé sur un parking, et puis il y a toujours quelqu'un qui va la prendre et la brancher sur sa machine.
avec exécution automatique de ce qui est dessus, ou en utilisant la collaboration de l'utilisateur pour qu'il clique sur lancez-moi.exe et qui est évidemment le ransomware qui va crypter tout le contenu de votre disque dur. Voilà, il y a d'autres variantes par Office 365, toujours le même principe. On utilise des failles de Office pour exécuter du code et qui va ensuite crypter vos fichiers. La finalité est toujours la même. On va crypter les fichiers et demander une rançon. Alors n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. J'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe à gauche et donc d'y répondre au fil de l'eau. Alors, en chiffres, 52% des entreprises ont déjà connu une attaque. C'est impressionnant comme chiffre quand même. C'est quand même énorme. Ça veut dire plus d'une sur deux qui a déjà subi une attaque ransomware. Voilà, 4,3% des mails contiennent un ransomware. Donc ça, quand on parle de 3,4% des mails, c'est tous les mails au niveau mondial. Donc avant le passage d'un anti-spam, souvent quand même les anti-spam filtrent assez bien ce genre de mails. Mais il y en a toujours quelques-uns qui passent à travers. Mais voilà, quand on dit 4,3%, c'est pas 4,3% de n'importe quelle boîte aux lettres, c'est quand on est sur un périmètre large. Temps d'arrêt de travail moyen, 9 heures. Voilà, quand on arrive le matin avec tout son disque dur est crypté, vous imaginez bien que c'est compliqué de travailler. On ne peut pas ouvrir ses devis, on ne peut pas ouvrir ses commandes, on n'a plus rien, on n'a plus de doc, on n'a plus de base de données, etc., etc., etc. Donc 9 heures, c'est plutôt bien. Hein. C'est un informaticien qui est assez efficace pour faire une restauration, remettre toutes les machines en route, restaurer les données. Voilà, c'est vraiment moyen. Je pense que souvent, c'est beaucoup plus que ça. Et 17% qui ont subi une perte de données, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remettre l'ensemble des fichiers cryptés. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui est assez énorme. Ça fait beaucoup de gens qui voilà, n'ont pas un système de sécurité optimal et qui ne sont pas capables de rendre les données qui ont été cryptées. Alors après, voilà, j'ai une question sur Android. Alors les ransomware, voilà, effectivement, on peut en trouver également sur les mobiles. C'est un petit peu moins critique. Généralement, un mobile, il est sauvegardé dans le cloud de Apple ou le cloud de Google. Souvent, il y a une synchronisation des données qui sont sur le mobile. Donc, au pire, on prend un nouveau mobile, on resynchronise ces données. C'est pas si grave que ça. Là où ça devient grave, c'est quand on parle d'un serveur d'entreprise où effectivement, là, on a des données qui sont normalement sauvegardées, on y reviendra, mais également qui sont critiques pour l'entreprise. Voilà. Un téléphone parmi tant d'autres, c'est pas forcément aussi critique. Ça existe évidemment. Voilà. Après, est-ce qu'on peut récupérer des données, des coordonnées bancaires? Là, on sort du champ du ransomware. C'est-à-dire, le ransomware, c'est je crypte les données et je vous demande une rançon pour vous les rendre. Après, si on veut voler des données bancaires, c'est plus tout à fait un ransomware, puisqu'on va voler les données bancaires et là, évidemment, on va éviter de le dire à l'utilisateur, donc lui, il s'en rend pas compte. Donc, c'est évidemment possible hein, de voler des données, mais c'est un autre type d'attaque. Et voilà, par principe, en général, sur un site, on évite de stocker des données bancaires parce que ça demande un petit peu de technicité et que vaut mieux éviter ça et confier ça à une banque dont c'est le boulot. Là, on dérive un peu. Alors, le ransomware était très à la mode il y a 2 ans, 1 an. Aujourd'hui, voilà, ça baisse un petit peu parce qu'il y a d'autres sources de revenus beaucoup plus lucratives aujourd'hui que les ransomware. Ça a été à la mode. Aujourd'hui, on en a tellement parlé, donc nous y compris, que les utilisateurs se méfient un peu quand même, et donc ça marche moins bien. Le taux de succès d'une campagne de mail de ransomware a baissé, donc un attaquant, quand il doit payer, même si ça passe par des serveurs piratés, il doit quand même payer pour lancer sa campagne. S'il a un taux de rentabilité plus faible, il va faire autre chose. S'il a un meilleur taux de rentabilité en faisant du vol de données ou en faisant du minage de crypto, il va utiliser ce qui rapporte le plus. Voilà, c'est simplement le marché qui veut ça.
Voilà, les ransomware aujourd'hui ont été ciblés par toutes les protections antivirus et autres, et donc sont moins efficaces. C'est pour ça qu'on a une petite baisse. Mais bon, il en reste encore 70%, donc ça reste quand même un sujet chaud. Donc aujourd'hui, voilà, les attaquants vont plutôt cibler des entreprises données pour leur voler des données. Donc généralement, les grosses entreprises ou les petites qui ont des données sensibles ou voilà, pour aller revendre ces données à d'autres. Si justement il y a des mots de passe, des données bancaires, ça va faire une cible intéressante pour les attaquants. Aujourd'hui, voilà, les mails des ransomware sont beaucoup mieux écrits, sont écrits dans une langue sans faute. Donc au début, c'était un espèce de charabia un peu mal traduit de l'anglais. Aujourd'hui, c'est difficile de repérer à l'œil comme ça un mail d'attaque par rapport à un mail qu'aurait pu écrire quelqu'un. Donc voilà, il y a une professionnalisation des attaquants qui est pas négligeable et qui induit encore plus en erreur justement les utilisateurs sur la chaise et qui les incite à cliquer d'autant plus facilement. Donc c'est plus difficile aujourd'hui. Non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors justement, là j'avais une question sur les mineurs de crypto-monnaies. Donc effectivement aujourd'hui ce qui est à la mode, c'est des systèmes de cryptojacking. Donc en gros, c'est un petit peu le même principe. Vous allez lancer un exécutable qui ressemble à un jeu, par exemple. Vous allez télécharger sur une plateforme un petit peu douteuse un jeu je sais pas moi, d'échecs, parce que vous aimez bien jouer aux échecs. Dans ce jeu d'échecs, il a été équipé d'un mineur de crypto. Vous jouez aux échecs tranquillement et en même temps, il y a un autre système qui s'installe et qui va miner de la crypto-monnaie. Donc votre machine, elle va travailler beaucoup, le CPU va monter à 100%. Alors quand ils sont assez intelligents, ils détectent quand vous n'utilisez pas votre machine. Par exemple, au bout de 5 minutes de non-utilisation, on peut se dire que l'utilisateur n'est pas devant et là on peut lancer automatiquement le minage de crypto-monnaie. C'est vrai que si le système va lancer le minage pendant que vous travaillez, vous allez vous en rendre compte, votre machine va devenir très très lente et forcément vous allez avoir un doute. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très à la mode, qui sont également sur les serveurs, parce que les cryptovirus sont ciblés sur les postes de travail, mais voilà, le cryptojacking cible aussi les serveurs web, les serveurs de mail, où il n'y a pas forcément quelqu'un derrière qui va voir que l'activité de la machine est un petit peu anormale. Donc ça, c'est des choses qui rapportent beaucoup d'argent aux cybercriminels. Et voilà, c'est pour ça qu'on a une hausse de 8500% des attaques au dernier trimestre 2017. Voilà, donc ils sont toujours très inventifs pour inventer des nouveaux types de manières d'escroquer les gens. L'escroquerie a encore de beaux jours. Alors, j'ai pas de chiffres plus détaillés pour les particuliers ou les professionnels. Voilà, on peut regarder sur Kaspersky, notamment Symantec, qui publie des études sur voilà, ce qu'ils ont détecté pendant le mois passé et qui font de temps en temps une rétrospective pour voir ce qui monte, ce qui descend, ce qui est le plus à la mode. Voilà, on retrouve ça sur les sites des 3-4 grands éditeurs d'antivirus. Alors que faire donc on va revenir au ransomware, parce que c'est quand même le sujet du jour. Que faire en cas d'attaque? Donc en cas d'attaque, c'est par exemple, je vois que tiens, tout d'un coup, mon dossier devis, j'ai plus des fichiers .doc, mais j'ai des fichiers .loki ou .petya ou autre. Donc dès que je vois ça, voilà, si je ne suis pas totalement inculte, je me rends compte que je suis en train de me faire attaquer. Donc évidemment, ne pas payer la rançon. Voilà, c'est comme un peu tout, si on incite, plus on va payer de rançon et plus les cybercriminels auront de l'argent et puis plus ils vont pouvoir développer des systèmes plus perfectionnés et plus ils vont vous racketter et ainsi de suite.
sachant que si vous payez une fois, c'est pas interdit qu'ils reviennent une deuxième fois, etc., etc. Et en plus, voilà, il n'y a pas de garantie, hein. Vous pouvez pas aller voir les flics en disant, «Ah au fait, j'ai payé la rançon, mais le monsieur il m'a pas décrypté mes fichiers». Déjà, vous n'avez pas le droit de payer une rançon et deuxièmement, bah, vous pouvez vous retourner contre personne et ça alimente le crime. Après, il y a des outils d'aide, on y reviendra un petit peu plus tard sur, voilà, il y a un certain nombre de pas de crypto, de ransomware qui n'ont pas été très bien écrits et dont on a réussi à casser les clés. Et donc il y a des outils de décryptage gratuits qui existent, mais évidemment pas pour tous les ransomware. Pour ceux qui ont été un petit peu faits à la va-vite ou mal protégés. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer, on verra cet outil tout à l'heure. Mais voilà, par exemple, Petya, c'est pas possible puisque la clé de cryptage, elle est propre à chaque machine et c'est impossible de casser ce code-là. Donc, que faire en cas d'attaque? La première chose, c'est débrancher tout. Donc, débrancher les disques externes, débrancher les clés USB, débrancher votre disque dur sur lequel vous faites vos sauvegardes, débrancher votre NAS, débrancher le réseau, etc. pour isoler la machine. Souvent, bah, ça prend quand même du temps de crypter un disque dur entier. Donc on peut imaginer que si on débranche avant qu'il ait le temps de terminer, bah, ça peut toujours être ça de gagner, on peut avoir un cryptage que d'une partie de son disque dur. Donc voilà, moi je préconise carrément de débrancher la prise, c'est encore mieux, et d'appeler un professionnel, votre informaticien, pour que lui il redémarre la machine tranquillement pour faire un état des lieux des dégâts. Après, le débrancher du réseau, ça permet d'éviter que le cryptovirus se transmette d'une machine à l'autre. Ça, certains savent le faire, certains ne savent pas le faire. Donc ça dépend des virus qui sont utilisés et s'ils sont capables de se propager via le réseau. La plupart ne font pas ça. Donc, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Tout débrancher, c'est un des meilleurs moyens d'éviter que ça s'aggrave. Maintenant, c'est trop tard, hein. Généralement, quand vous en êtes là, c'est que vous êtes déjà infecté. Alors voilà ce que je disais tout à l'heure, certains ransomware sont décryptables. En gros, voilà, vous avez un site ici qui a été développé par tous les gens, en fait, tous les éditeurs d'antivirus se sont mis d'accord pour publier là-dessus un certain nombre d'outils pour décrypter les cryptovirus les plus courants et les plus faciles à décrypter, parce que, comme j'ai dit, c'est pas valable pour tous les antivirus, pour tous les cryptovirus. Mais un certain nombre sont ici, vous faites une petite recherche. Généralement, voilà, quand on a un cryptovirus, le nom du cryptovirus est écrit sur la page de demande de rançon, donc c'est assez facile. Et ensuite, il y a une procédure d'installation, c'est un outil qu'on va installer sur la machine et qui va décrypter les fichiers qui ont été cryptés. Donc voilà, c'est plutôt bien, ça part pas à tous les cas, mais c'est toujours mieux si on a un petit peu de chance de passer par là que de payer une rançon. Alors maintenant, comment se protéger en amont? Ça, c'est le plus important pour moi, parce qu'une fois qu'on a été infecté, c'est que il y a une faille dans son système. Et la première réponse, c'est comme très souvent en matière de sécurité, c'est la formation des équipes. Donc chaque collaborateur est responsable de ce qu'il fait avec son ordinateur. Voilà, on voyait bien sur le premier schéma la personne qui est assise sur la chaise. C'est elle qui est responsable de la sécurité, c'est la première ligne de défense. Donc on n'ouvre pas de pièces jointes inconnues, on n'ouvre pas d'email suspect, on vérifie si c'est un email qui vient d'une personne qu'on connaît mais on a un petit doute, on peut toujours l'appeler, on peut lui faire un mail de réponse, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent de réunir les équipes, de leur expliquer le concept. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qui a le meilleur retour sur investissement. Voilà, vous prenez 2 heures avec l'ensemble de l'équipe, vous leur expliquez un petit peu comment marche un cryptovirus et autres, et après ils seront sensibilisés, et au pire ils viendront vous voir s'ils ont un doute. Alors effectivement, si la personne n'est pas administrateur, effectivement ça limite un peu le champ d'action du CryptoLocker, mais ça n'empêche pas tout. Ça va quand même crypter les fichiers auxquels vous avez accès.
Les crypto-lockers ne s'installent pas, donc ils ne demandent pas forcément un droit d'administrateur pour s'installer sur la machine. Ils vont le faire s'ils peuvent le faire. S'ils ne le font pas, ils vont crypter ce qu'il y a dans le dossier, mes documents, etc. etc. Voilà, dans la pratique, on sait bien que dans les entreprises, voilà, la plupart des utilisateurs sont administrateurs de leur poste, que la plupart des NAS de dossiers partagés sont ouverts à tout le monde, etc. etc. Donc il y a effectivement, ça c'est surtout vrai chez les petites entreprises. Quand c'est un petit peu plus gros, c'est un peu mieux contrôlé, mais ça ne protège pas contre tout, effectivement. Mais c'est un deuxième levier de protection, c'est de gérer plus finement les droits d'accès de chaque utilisateur pour éviter que ça se propage. Mais si l'utilisateur clique sur la pièce jointe et exécute le code, il se propagera quand même, mais un petit peu moins loin. Alors, comment se protéger également, c'est mettre à jour les applications iOS. Comme je disais tout à l'heure, les failles de sécurité dans Flash, dans Office, etc. sont les points d'entrée de ces cryptovirus. Et donc, si vous avez patché vos applications, vous avez la dernière version de votre système d'exploitation, eh ben, ces failles ont été corrigées et donc vous n'êtes plus potentiellement une cible de cette attaque. Donc, application et OS. Donc ça, généralement, c'est quand même assez bien fait aujourd'hui. Les gens sérieux font des mises à jour de sécurité assez fréquemment. Et donc, c'est quand même une bonne protection. Et utiliser un antivirus. Voilà, les antivirus modernes aujourd'hui savent détecter les cryptovirus les plus courants. Malheureusement, ils ont toujours un petit temps de retard. C'est-à-dire que voilà, quand une campagne d'un nouveau cryptovirus est lancée, l'antivirus va peut-être mettre quelques heures, quelques dizaines d'heures avant de mettre à jour ses signatures pour détecter cet antivirus. Et souvent, ça suffit pour générer quelques millions de dollars de recettes en crypto. Et voilà, c'est souvent un petit peu trop tard. Maintenant, c'est une protection contre tous les anciens cryptovirus qui ont été déjà bien diffusés. Et ça évite toujours de se faire attaquer par un Petya ou autre chose. Donc l'antivirus, c'est aussi une parade, mais absolument pas une sécurité absolue. Donc si quelqu'un vous dit qu'avec un antivirus, on est protégé à 100%, ben, c'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours des moyens de passer outre. Il y a des systèmes voilà, qui sont faits pour déjouer les antivirus, etc. Notamment dans Petya, on avait fait un webinaire sur les détails techniques de Petya. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des choses qui sont là pour contrer les antivirus. Et c'est un des crypto-lockers les plus perfectionnés qui existent. Un bon antivirus, je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Voilà, ils disent tous qu'ils sont bons. Voilà, bah, n'importe, j'ai pas de préférence personnelle. Bah, il y a les grands éditeurs, voilà, faut pas prendre un petit antivirus inconnu, mais je pense que Symantec, Kaspersky, ces gens-là font leur job correctement et communiquent. Voilà. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas de préférence. Alors, qu'est-ce qu'un antivirus gratuit est efficace? Oui, peut-être, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend des cryptovirus, ça dépend de qui alimente. Voilà, un antivirus, le nerf de la guerre, c'est la mise à jour des signatures. C'est ils ont les éditeurs sur le marché ont des sondes, comme ils appellent, c'est-à-dire des machines un petit peu là exprès pour se faire attaquer, des pots de miel, et ils vont leur permettre de détecter rapidement les attaques parce que voilà, ils ont des emails ouverts et puis automatiquement ils vont recevoir que des attaques et ils vont analyser ensuite. Il y a des équipes qui analysent le contenu de ces attaques et puis ensuite ils mettent à jour les signatures. Tout ça, il faut que ça se fasse vite et rapidement et donc ça demande des moyens que peut-être les gratuits n'ont pas forcément autant. Donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir un antivirus gratuit que pas d'antivirus du tout. Mais voilà, tout dépend de. Encore une fois, l'antivirus n'est pas la solution miracle, mais prenez-en un sérieux si déjà
autant que ça marche bien. Et un utilisateur averti, ça c'était ma première remarque, effectivement. Donc d'abord former les utilisateurs et ensuite rajouter leur un antivirus. Si vous mettez que l'antivirus sans former les utilisateurs, c'est mieux que rien, mais franchement, voilà, s'il faut investir, vaut mieux investir dans la formation des utilisateurs. Et dernier point, sauvegarder vos données. Donc ça, je vais laisser Stéphanie vous expliquer un peu ce qu'on fait nous, mais la sauvegarde, c'est la protection ultime contre un cryptovirus. Voilà, le cryptovirus est passé à travers la première faille, c'est l'utilisateur, est passé à travers la deuxième faille, c'est votre antivirus, est passé à travers la troisième faille, c'est les droits que vous avez accordés à l'utilisateur, et il a crypté l'ensemble de vos disques durs. Si vous avez une sauvegarde, vous supprimez le cryptovirus. Donc le mieux, c'est de réinstaller le système. Il y a aujourd'hui, les éditeurs permettent de désinstaller le cryptovirus. C'est un petit peu plus risqué, mais ça se fait. Et ensuite, vous restaurez la sauvegarde de la veille ou de l'avant-veille si vous avez mis un peu plus de temps à réagir. Et vous remettez vos fichiers et puis tout va bien. Tout le monde est content et on continue à travailler. Et là, on a 9 heures d'arrêt, comme indiqué sur mon slide précédent. Si on n'a pas de sauvegarde, là, ça devient plus compliqué. Là, c'est plus 9 heures d'arrêt, c'est des semaines et des semaines. Il faut reconstituer les données, il faut rechercher les archives, etc., etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc la sauvegarde, de toute façon, protège contre à peu près tous les fléaux aujourd'hui de cyberattaque. Quand vous avez une bonne sauvegarde, externalisée, déconnectée, avec un historique suffisamment long, disons que vous pouvez encaisser des coups, c'est un peu moins grave. Il reste que c'est mieux de se protéger en amont. Et la sauvegarde, c'est votre parachute de secours. Attention également à ne pas infecter votre support de sauvegarde. Souvent, on a eu des exemples chez nos clients, des gens qui sauvegardent leurs données sur un disque dur externe. Donc c'est super, ils ont le disque dur externe branché sur leur machine. Tous les soirs, on leur a dit, voilà, vous prenez le dossier mes documents, vous copiez ça sur le disque dur externe, et comme ça, vous avez une sauvegarde. Alors ça, c'est bien, sauf que le cryptovirus, lui, il accède aussi au disque dur externe, et il va crypter votre disque de sauvegarde. Et là, évidemment, vous n'avez plus de sauvegarde. Donc ça, c'est des cas réels que j'indique là. Et de la même manière, surtout, vous ne rebranchez pas votre disque de sauvegarde si jamais vous l'aviez correctement débranché avant d'avoir effacé le cryptovirus. Sinon, vous allez infecter votre support de sauvegarde. Et là, vous mettez une deuxième balle dans le deuxième pied, quoi. Donc, il ne faut pas faire ça. D'abord, on nettoie correctement la machine et la sauvegarde. Surtout, on n'y touche pas avant qu'on soit sûr que tout va bien. Et réaliser des sauvegardes de façon régulière. Donc ça, c'est effectivement avec un historique. J'insiste lourdement sur le terme d'historique. Voilà, des gens qui se font infecter le vendredi soir. La sauvegarde, elle tourne le vendredi soir, elle tourne le samedi matin, elle tourne le dimanche soir, elle tourne le lundi matin. Et puis le lundi midi, voilà, la personne, elle se dit, bon, il faut quand même que je prévienne mon administrateur qu'il y a un truc bizarre sur ma machine. Éventuellement, elle attend encore le soir, et puis voilà, vous avez déjà 3-4 jours de retard. Donc si votre sauvegarde tourne tous les jours et qu'il n'y a pas d'historique, vous avez sauvegardé les données cryptées. Et là, c'est comme si vous n'aviez rien. Donc, avoir un historique suffisamment long, c'est important. Elle peut très bien aussi partir en vacances, 1 semaine, 2 semaines. Donc voilà, c'est important d'avoir... on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite, ça peut arriver que ce soit uniquement dans un dossier qu'on accède une fois par mois. Si on a sauvegardé des données cryptées pendant un mois, cet historique il est important, qu'on puisse revenir à la dernière bonne. Alors après, une sauvegarde incrémentale, incrémentielle, voilà, ça je laisserai Stéphanie expliquer. Alors, comment protéger des cryptovirus qui se propagent par le réseau sans toucher à la sauvegarde? La sauvegarde doit être offline, ça forcément. Ou ce qu'on appelle offline, ça veut dire qu'elle est
elle n'est pas accessible par l'utilisateur. Donc, un disque dur connecté, c'est accessible par l'utilisateur, c'est pas une sauvegarde. C'est un disque sur lequel on peut copier des données, mais c'est pas une vraie sauvegarde. Une sauvegarde doit être inamovible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les fichiers qui sont dessus, et donc forcément on ne peut pas les crypter, on ne peut pas effacer les données qui sont dessus, et elle doit être déconnectée du système d'exploitation standard. Donc c'est le cas notamment de la sauvegarde Kiwi Backup, elle est externalisée, c'est impossible de modifier un fichier depuis l'utilisateur. Même pour nous d'ailleurs, on ne peut pas modifier un fichier une fois qu'il a été sauvegardé. Incrémental, incrémentiel, incrémental block, ça c'est simplement une optimisation de la bande passante, mais le principe reste de recopier l'ensemble de vos données à une date T. D'en avoir une image en tout cas, après comment on a construit cette image, c'est un autre sujet. Voilà. Pour résumer un petit peu les ransomware, avant que je passe la parole à Stéphanie, j'ai de nouveau été un peu trop long comme d'habitude. Donc ne payez pas la rançon, on n'est pas là pour financer le crime, et vous non plus, et plus on va financer, plus ça sera pire. Former les équipes, ça c'est un élément important. Mettre à jour les applications et sauvegarder encore et encore. Voilà. Évidemment, nous sommes à votre disposition pour discuter après. Même Stéphanie peut vous rappeler, voilà, si vous avez d'autres questions plus techniques ou plus, ça on verra à la suite, aucun problème. Donc je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous présenter un petit peu Kiwi Backup, qui est notre solution de sauvegarde, et je lui passe la main. Quelques petits ajustements au niveau du casque. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas via le chat et on pourra ensuite, comme disait Sébastien, prévoir un rendez-vous téléphonique dans un second temps pour aborder l'un ou l'autre sujet et puis voir des éléments plus précis. Donc voilà, cette deuxième partie a pour but de faire un petit focus sur Kiwi Backup hein, et en amont de vous montrer en fait, de mettre en avant quelques éléments. Alors, élément qui est important, bon, Sébastien a beaucoup parlé de l'anticipation, c'est-à-dire de former les équipes. Ce sont des éléments qui sont très importants. Et donc, anticiper la sauvegarde vous permet principalement d'éviter des pertes financières, des interruptions de service, donc dues au temps de reconstitution des données en cas de perte, en cas de ransomware. Ça évite également de perdre du temps en mobilisation humaine. Et ensuite, d'économiser donc bien sûr son temps, c'est-à-dire que automatiquement, à partir du moment où on consacre X heures, voire jours, à restituer des données, pendant ce temps, l'entreprise ne tourne pas de manière optimale. Voilà. Et donc, si vous avez une sauvegarde qui est en place, le jour où vous avez besoin de l'utiliser, il n'y a pas de surprise. Vous savez qu'il y a une sauvegarde qui est installée, vous savez comment elle fonctionne, et à ce moment-là, vous pouvez facilement pouvoir restaurer les données. Voilà. Alors, une petite information aussi qui a été publiée notamment par l'ANSSI, qui met en avant les bonnes pratiques pour protéger ces données. Donc, c'est un élément qui est disponible directement. Hein. Je vous ai mis l'HTTPS du site pour que vous puissiez également le télécharger. Et on voit bien qu'effectivement, effectuer des sauvegardes régulières est un élément est le deuxième élément notamment qui est indiqué. Voilà. Pour rappel, la sauvegarde est également une contrainte légale que chaque responsable de traitement, donc responsable de société, est tenu de mettre en place. Il y a quand même des risques qui sont relativement importants, c'est-à-dire il y a quand même 300 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement pour la personne qui n'a pas été en mesure de mettre tout en œuvre pour sécuriser les données de sa société. Voilà. C'est une information qui n'est pas forcément trop mise en avant. On n'a pas vraiment de retour sur savoir est-ce que c'est vraiment une contrainte qui est appliquée, est-ce que c'est vraiment une loi qui est mise en avant, mais disons que c'est un élément qu'il faut quand même connaître. Ça fait partie notamment des obligations du dirigeant d'entreprise. Alors je vais répondre à quelques questions, je vois qu'il y en a quelques-unes qui s'affichent.
Voilà, Sébastien avait déjà répondu. Concernant les cryptovirus. Alors, est-ce que la Kiwi est agréée assurance? Ce qu'on vient de dire en cas de perte. Oui, tout à fait. Nous avons bien sûr souscrit à un contrat d'assurance. Après, indemnisé en cas de perte, là, c'est, vous voulez dire, les pertes chez Kiwi Backup. C'est ça, parce que ce que Kiwi est agréé en assurance, nous, on a une assurance par rapport aux pertes de données, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec les ransomware dans la mesure où nos serveurs ne peuvent pas être affectés, puisque on ne fait pas de traitement sur les fichiers. Nous, on prend les fichiers, on les restitue de la manière dont on les a sauvegardés, donc il ne risque pas d'y avoir de propagation au niveau de nos serveurs. Bien. Pourquoi Kiwi Backup? Donc, quelques éléments principaux. Donc, se libérer des contraintes techniques. Donc, la sauvegarde est externalisée en France, notamment pour être entièrement transparent, comme le demande le RGPD. Nous travaillons avec OVH. Les sauvegardes sont automatisées, donc ce qui évite les oublis en cas de départ en vacances. Voilà. Dès qu'une sauvegarde se finalise, un mail est transmis pour indiquer si la sauvegarde a bien réussi ou si elle est en échec. La personne, l'administrateur, peut avoir la possibilité d'avoir accès à une interface d'administration pour pouvoir gérer les sauvegardes des machines qu'il suit. Et ensuite, la possibilité de sécuriser l'interface utilisateur également avec un mot de passe. Voilà. Si auprès de clients ou si au sein d'une entreprise, l'administrateur ne souhaite pas que les utilisateurs puissent accéder au paramétrage. Voilà. Pourquoi Kiwi Backup également? Parce que Kiwi Backup permet de maîtriser ses coûts dans la mesure où on propose un historique de 90 jours. Donc Sébastien a largement évoqué le sujet sur ce point qui est très très important, à savoir que le fait de bénéficier d'un historique de 90 jours vous permet de pouvoir remonter sur des versions de fichiers sur les 3 derniers mois. Donc si par exemple une personne, comme ça nous est arrivé, un client nous a appelé, il a mis 15 jours à se rendre compte finalement qu'il avait un virus, on a pu lui restituer les données à un petit peu plus de 15 jours, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, notre technologie, nos différentes technologies permettent d'économiser la bande passante. Donc là, il y a tout aussi bien l'incrémental octet qui a son importance dans la mesure où on va transférer que les éléments modifiés, et également la déduplication à la source. Et ces économies permettent également donc, de limiter le temps de la sauvegarde. Là, vous avez donc un petit focus sur la technologie, les différentes technologies les principales technologies qui sont utilisées par Kiwi Backup, donc l'incrémental octet, dont nous avons parlé, les duplications à la source, c'est-à-dire qu'un seul fichier, un même fichier n'est stocké qu'une seule fois sur l'ensemble de la plateforme, et également les données qui sont cryptées, notamment pendant le transfert et au niveau du stockage. Ça, c'est un petit slide d'avantage pour les personnes qui commercialisent la solution, dans la mesure où Kiwi Backup propose tout aussi bien d'installer la sauvegarde auprès d'entreprises directes, mais en grande majorité, nous travaillons en mode indirect. Et donc, justement, pour la commercialisation de la sauvegarde auprès de nos partenaires, nous proposons un accompagnement qui consiste donc à différentes étapes de conseils, aide au déploiement de la solution, l'assistance d'un point de vue technique niveau 2, formation également interne et technique au niveau de l'utilisation de la solution et mise à disposition de différents supports de communication, de documents contractuels que l'on a intégrés dans un kit marketing. Voilà. Et en parallèle, on organise régulièrement des webconférences, notamment donc voilà, celle d'aujourd'hui, qui peut être relayée via nos partenaires qui sont répartis sur le territoire. Et nous avons également une chaîne que je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez notamment revisualiser les webinaires précédents et être invité pour les prochains. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat pour que je puisse y répondre. Alors j'ai eu un message de la part de Sébastien concernant est-ce qu'on peut prétendre à une indemnisation en cas de crypto? Si on utilise Kiwi. Nous, à notre niveau, il faut voir avec votre assureur. Généralement, je sais qu'il commence à y avoir des assurances qui proposent d'assurer contre la cybercriminalité. Après,
nous, on ne fournit pas, enfin nous, dans notre solution, notre soft n'émet pas de cryptovirus. Donc de notre côté, non, on n'indemnise pas un client s'il a eu un cryptovirus. Nous, au contraire, nous, on restitue des données saines, donc il n'y a pas de raison que nous, on fasse une indemnisation, hein. Là, je vous ai mis quelques copies d'écran, des interfaces qui sont actuellement en place. Donc ça, c'est basé sur la V4. Là, vous avez l'interface utilisateur dont nous avons parlé précédemment et qu'il est possible de verrouiller via un mot de passe. Et donc, c'est une interface qui est très intuitive. Le paramétrage voilà, se fait très, très facilement. Interface également, donc utilisateur, cette fois-ci partie restauration. Donc, on parlait tout à l'heure de l'historique. Lorsqu'un utilisateur souhaite faire une restauration, il va avoir sur la partie gauche de l'écran tous les jours pour lesquels une sauvegarde a été réalisée. Et donc, il y a simplement à dérouler le jour sur lequel il veut faire une restauration et ensuite sélectionner le dossier qui est à restaurer. Donc, l'utilisateur final peut être entièrement autonome dans la gestion de ces restaurations. Et nos partenaires ont également accès à une interface d'administration pour pouvoir enregistrer donc, des contacts, pouvoir après suivre grâce au tableau de bord les sauvegardes de ses clients. Donc on a mis en place un code couleur notamment, c'est-à-dire que ici vous avez en exemple différents contrats. Donc généralement un contrat c'est une entreprise et au sein de ce contrat il y a X machines qui sont enregistrées. Donc on a un premier contrat, on ne voit pas bien ici le nom, mais on a un premier contrat, on a 7 machines qui sont enregistrées et on constate via le code couleur que toutes ne sont pas à jour. Voilà, donc l'administrateur a la possibilité tout de suite en un seul coup d'œil de voir quelles sont les machines sur lesquelles il faut davantage veiller. Voilà, donc ce sont quelques outils qui sont mis à disposition des administrateurs et de nos partenaires. Alors, quelle est la dernière grille tarifaire au volume? En fait, nous avons une grille tarifaire. Après, ça dépend si vous êtes en tant que prestataire informatique, si vous souhaitez commercialiser la solution, éventuellement en marque blanche, savoir est-ce que c'est pour votre structure. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça, on puisse en discuter ensemble de vive voix dans un second temps. Donc, effectivement, on fonctionne sous forme de paliers qui sont évolutifs. C'est-à-dire qu'on met en place une première volumétrie, vous allez enregistrer X machines, sans limite le nombre de licences, machines et serveurs, hein. Et ensuite, lorsque vous avez utilisé le premier palier, vous pouvez passer au palier suivant et ainsi de suite. C'est une solution qui est évolutive. Donc, je vous propose qu'on en discute tous les deux tout à l'heure dans un second temps. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, si vous avez besoin de précisions sur l'un ou l'autre point abordé au cours de ce webinaire. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Est-ce qu'éventuellement, il y a certains points que vous auriez souhaité voir abordés et que peut-être on n'a pas abordé dans ce webinaire, mais que l'on pourrait bien sûr aborder dans un prochain? N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, c'est toujours intéressant pour nous. Oui, tout à fait. Nous traitons tout aussi bien les volumes de petites structures, de TPE, PME, que de grands groupes. Donc oui, on a effectivement des tarifs qui sont à appliquer pour toutes les catégories d'entreprises. Ouais. Tout à fait, dans la mesure où tout le monde a besoin de sauvegarde. Ce n'est pas une histoire de taille d'entreprise. Les données d'une entreprise sont importantes, que l'on soit artisan tout seul ou que l'on soit un grand groupe. Donc oui, monsieur Michel, nous pourrons également regarder ça ensemble dans un second temps, oui. Je me permettrai de vous rappeler si vous avez laissé vos coordonnées lorsque vous vous êtes enregistré. Voilà. Donc je vous propose si j'ai plus de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous rappeler, à nous contacter si vous avez besoin de précision et à nous faire part également de vos suggestions en notant le webinaire et en n'oubliant pas de mentionner éventuellement des observations
si vous souhaitez que l'on aborde l'un ou l'autre sujet. Voilà, et donc je vous invite, d'ici 2 mois, on va organiser un nouveau webinar concernant le futur et la suite de tout ce qui est ransomware et puis cryptovirus. Donc n'hésitez pas également à vous y inscrire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.